décennies. Moi, c'est vrai que je suis très très strict sur l'exemplarité des. Quand on est un agent public, et je trouve la moindre des choses, c'est que là, les ministres arrêtent de délirer. On en parlait avec les bagnoles, n'importe quoi.
de football, le Ballon d'Or ne sera pas décerné cette année, une première depuis 1956. Le magazine France Football qui a créé cette récompense parle d'une décision difficile mais nécessaire, avec les annulations de championnats et de compétitions en cascade en raison de la crise du Covid. L'équité et l'égalité n'étaient plus assurées entre les joueurs et Team France Football. Météo de votre mardi, belle matinée ensoleillée avec quelques nuages du Limousin aux Alpes. Dans l'après-midi, ils se décaleront légèrement vers l'est et donneront des pluies de l'Auvergne et du nord des Alpes-Maritimes. Les températures vont de 20 degrés près de la Manche à 33 dans la vallée du Rhône. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Vichy. Attention, le 13 est non partant. Les pronostics de Dominique Cordier, l'As, le 6, le 9, le 2, le 8, le 12, le 7 et le 4. Dans un minute, le 9, Moko. RTL 24 heures d'info. RTL Une question culturelle pour Damien Delarue qui habite Milantais, c'est dans le Loir-et-Cher. Sous quel nom connaît-on mieux le célèbre docteur Akakia? Akakia. Le docteur Akakia. Comment ça s'écrit Akakia? Akakia. Du con? Professeur du camp? Non. C'est dans une bande dessinée. Le docteur Akakia, non. C'est un vrai docteur ou pas? Un médecin? Le docteur Akakia est un vrai docteur. Oui, c'est un vrai docteur. Est-ce que c'est un docteur? C'est un personnage qui n'est pas un personnage. Ah, si, oui, je suis obligé de dire oui. Dans une bande dessinée, non. Dans un film? Dans un film, non. Dans un roman? Dans un roman, oui. C'est une question littéraire. Vous l'avez tout de suite ressenti. Ah, c'est pas celui que va remplacer Clark? Oh, non. Non. Ça peut être pas Akakia. Un roman moderne Le de naissance. C'est un vrai roman? Non mais à la radio, on sent une belle histoire. pénétrer, si j'ose dire, de Antoine Mathieu. C'est une œuvre de Balzac. Un roman. Elle n'a pas tous les jours l'air pénétrée. Vous savez ce que les son mari? C'est du Balzac? Pardon? C'est du Balzac? Du tout. C'est Victor Hugo? Non plus. C'est Zola? 20e siècle. C'est en fait un pseudonyme. Il a pris ce pseudonyme et il en a même fait un personnage de roman, enfin plus que de roman. Ah, Rivago, Ah, le docteur On donne le docteur Givago. Attendez, est-ce que c'est un auteur vivant? Ah non, non, non. Ah, donc mort. Ah ça. Mais ça va mis dans sa tête, hein. Elle serait pas baisée comme ça, la Chantal. Je peux même vous donner le titre exact du pamphlet, un diatribe du docteur Akakia, médecin du pape. Ah, professeur Choron? Ah, Non. ben c'est le médecin du pape. Comment ça? C'est le médecin du pape. Non, c'est un roman. c'est une que je œuvre. vous dis. Ah, c'est un Une œuvre, pas un roman d'ailleurs, un pamphlet très exactement. Pas Aristote. Donc c'est le pamphlet d'un médecin, on cherche le vrai nom de ce Mais médecin. Non. C'est un pamphlet d'un écrivain dont le personnage s'appelle le docteur Akakia. Il se sert de ce docteur pour écrire des méchancetés, pour un pamphlet, vous voyez, c'est un pamphlet. Le Ferdinand Céline. Ah, Céline, non. Donc on cherche Dumas. l'auteur. Dumas, non. Est-ce qu'il est le siècle au moins? Molière. Molière, non. Le siècle, ça nous sert à rien, il y a Roselyne Guiguel à chaque fois. C'est 20e siècle? Pardon? C'est 20e siècle. 20e siècle, là. Non. C'est 18e. Ah, non plus. 18e. 16e. Alors, 13e. 16 et 17. 17e. 17e. Oh, c'est Voltaire. Et c'est Voltaire. Bon. Ah oui. Enfin, 18e, d'ailleurs, j'ai dit 17e, c'est 18e, Voltaire. Oui, c'est pour ça, Voltaire, on dit ça. Je l'avais pas remarqué, je me signale. Bah, il est DH. Pardon? Il avait fait C'est pas à cheval, non, il était vraiment plein 18e. Mais en 1700, voilà, évidemment, il y a toujours cette conflit. Oui, bah 1700, c'est... Pardon? Ah bah 1700, c'est 18e. Non? Attends. Tu vas signer des livres. On t'inquiète, t'inquiète pas. Non, on change pas de siècle, la première année. C'est pour ça que s'il est né en 1700, Non, il est pas né en 1700, dans les années 1700. Professeur Rollin, c'était pour vous cette question sur Voltaire, tout de même. Hein? Ben oui, là, franchement, vous laissez Mme Bachelot marcher sur vos traitements. oui, c'est sûr. Tu le savais sûrement. Mais ça peut péter assez rapide. Là, vous avez dit 17e, mais c'était 18. Ah oui, bon, enfin écoutez, maintenant si on fait de l'à peu près à un siècle près... Pouvez-vous me citer 4 noms d'acteurs qui ont joué Zorro? Guy Williams. Alain Delon. Au cinéma ou à la télé? Antonio Banderas. Alors, Antonio Banderas en fait un. Guy Williams. Guy Williams, c'est au
Ensuite, Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks, bravo. Et Alain Delon. Et Alain Delon, ça en fait 4. Vous pouvez peut-être même m'en trouver encore un autre si vous réfléchissez. Oui. Il n'a jamais joué. Anthony Hopkins. Alors, Anthony Hopkins, C'est le père. pas tout à fait. Zorro, il jouait le père de Zorro. Il joue le Zorro qui après donne la suite à C'est Vampire. même, il joue pas le Zorro qui fait Zorro, quoi. Vous voyez. C'est Z quand il était jeune. Alain Chabat, dans un sketch, il a fait Zorro. Non, alors peut-être c'est un des premiers Zorro, d'ailleurs. Zorro de l'histoire du cinéma. À l'époque, c'était muet. Alors, d'ailleurs, je me demandais, dans le Zorro muet, comment on faisait la différence entre Zorro et Bernardo. Bernardo, il parlait. Il Il y en a un qui bouge les lèvres. était sous-titré. Mais c'est vrai que le signe de Zorro en 1920 avec Douglas Fairbanks, c'était encore du cinéma muet. Mais en 1940, il y a eu un autre... Alors Errol Flynn, il n'a pas joué Zorro, il a joué Robin des Bois, Errol Flynn. Robert Taylor? Non, quelqu'un dont la fille d'ailleurs a chanté en couple et en duo. On est sûr qu'on connaît son nom. On est en 1940, ça s'appelle Le Signe de Zorro et c'est joué Par Clark Gable. Non. Non. Robert Taylor? Non, pas Robert Taylor. Non. Ah, je vois un mec qui était très beau. Tyrone Power. Tyrone Power, bonne réponse de Caroline Diamant. C'est le papa de Romina Power. Le papa de Romina Power. Le papa de Romina Power. C'est ça, je me souvenais qu'elle avait fait. Et américains ont déjà fabriqué ce type de machine à nettoyer l'atmosphère. Donc ça ressemble à d'énormes cuillères montées sur des châssis, ça fait la taille d'un immeuble et cela aspire l'air pollué pour le nettoyer et ensuite le rejeter grâce à un processus physico-chimique assez sophistiqué. Ce qui est étonnant, c'est que le CO2 récupéré est transformé, alors soit en engrais, soit en produits agroalimentaires, soit en cailloux, des cailloux donc sans danger pour l'environnement. Et ce qui est pratique, c'est que ces aspirateurs à CO2 peuvent être facilement transportés et installés où on veut, par exemple donc à côté d'un site industriel. Très pratique, Jérôme, mais est-ce que cela peut réellement permettre de lutter contre le réchauffement ? Alors, il y a deux problèmes en réalité. D'abord, le coût de telles installations et puis ensuite, leur rendement qui est assez faible et donc leur poids environnemental qui est encore à ce jour un peu trop élevé. C'est-à-dire que ces aspirateurs à CO2 ont besoin d'électricité pour fonctionner. Et donc, pour que ça ne pollue pas plus que ça ne dépollue, eh bien, il faut utiliser de l'énergie non carbonée comme l'éolien, le solaire ou le nucléaire. Mais surtout pas des centrales à charbon, sinon ce serait un peu le serpent qui se mord la queue. Et même avec de l'énergie propre, encore faut-il que le bilan reste positif. Certains disent qu'il vaut mieux encore planter des arbres. Bon alors, ce n'est donc qu'un début de réponse technologique au problème des émissions de gaz à effet de serre. On est sans doute vraiment qu'au début de l'histoire. Il faut encore de la recherche. D'ailleurs, la société canadienne Carbon Engineering, qui est soutenue par le philanthrope Bill Gates, est en train de construire un grand centre d'expérimentation et d'innovation au Canada, en Colombie-Britannique. Et en attendant que ça permette de décarboner les villes, par exemple, eh bien, l'une des pistes qui commence à être évoquée, c'est peut-être l'aviation. Ce système pourrait permettre demain, qui sait, de créer des avions à bilan carbone neutre. Merci Jérôme Colombin et vos innovations technologiques. Les reporters de France Info se relaient tout l'été sur la route des vacances et cette semaine, nous sillonnerons le sud-ouest, l'Aquitaine. Quasiment toutes les fêtes de village ont été annulées à cause du coronavirus. Les organisateurs de courses landaises sont désœuvrés. Ces courses taurines qui d'habitude font la réputation de Saint-Sevé près de Mont-de-Marsan. Allez, top au reportage de Benjamin Mathieu. C'est pas sûr qu'on puisse les approcher parce qu'elles sont sauvages. Les 180 vaches de la Ganaderia d'Argelos, l'un des 10 éleveurs du secteur, sont dans leur champ, en plein cagnard. Et ce n'est pas vraiment normal pour Jean Lafitte, l'un des gérants. Ouais, j'avoue que je n'irai J'irai pas plus loin. Ouais, mais bon, elles sont curieuses. Elles se demandent ce qui leur arrive cet été. Normalement, elles devraient être dans les arènes. Avec les annulations des fêtes de village en raison de la Covid, les courses sont à l'arrêt, mais c'est surtout l'identité d'une région qui est touchée pour cet éleveur. Il n'y a pas que la course landaise, il y a les fêtes. Pour nos villages, c'est primordial. C'est l'animation de l'année. Nous sommes assez loin de la côte, donc le tourisme est quand même limité. Voilà. Juillet, août, c'est 2-3 courses par semaine.
Aujourd'hui, il n'y a plus rien et ça manque énormément. Et t'as refermé le portail ? Une véritable catastrophe économique. Une année normale, c'est entre 90 et 100 sorties à l'année. Henri Tillette, membre fondateur de cette Canadéria. Et cette année, au mieux, on va finir avec 10-12 compétitions. À Londres, il fait bon, hein. Dans cette salle où photos et groupes sont bien alignés, Et ça, c'est la photo, c'est Christiane Narac qui a été championne de France en 1962, c'est ça. on est très inquiet. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nos besoins pour une année complète, c'est 80 à 90 000 euros. Nous allons avoir 10-12 000 euros de rentrée de spectacle. Nous allons avoir aux alentours de 14 à 15 000 euros de subvention. Ça fait 26 000, on est loin des 80 000 euros. Donc on ne sait pas comment ça fusionne. Pour le moment, aucune course n'est encore prévue au planning. Les éleveurs espèrent sauver les meubles en fin de saison, mais en cas de deuxième vague, ils craignent la disparition pure et simple de ce patrimoine landais. Benjamin Mathieu dans les Landes pour France Info. À la carte, pendant 2 mois, des portraits de chefs. Aujourd'hui, Michel Guérard dans les Landes, l'un des plus prestigieux cuisiniers de France, Bernard Thomasson. Et écoutez-le, en 1976 à la télévision, on proposait une recette qui le rendra célèbre. Recette idéale pour l'été, sa salade gourmande. Michel, alors, aujourd'hui? Eh bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de légumes. Ah oui? De la salade. Alors nous allons faire une salade composée, que j'appelle salade gourmande. Il faut toujours essayer de créer cette impression de légèreté, hein. Couper le foie gras en copeaux. C'est un plat qui vous donne faim. Michel Guérard est l'homme qui a inventé la cuisine minceur, celle qui séduit les curistes de son établissement. Bien sûr, ils ont été absents durant le confinement et d'ailleurs le cuisinier avoue que le plaisir dans leurs yeux est ce qui lui a le plus manqué. Alors, pour garder la main, il a offert 600 repas aux personnes âgées des Landes à Pâques. Comme Archestrate, poète gastronome grec du IVe siècle, Michel Guérard prône une assiette alliant plaisir, santé et bien-être. Oh, cette révélation ne lui est pas venue au moment où il a failli entrer dans les ordres et donc suivre une ascèse religieuse. Non, c'est lorsqu'il s'est installé à la station thermale d'Eugénie-les-Bains, héritage de sa femme Christine Barthélemy, qu'il a mis au point ses recettes à la fois goûteuses et légères. Elles lui ont valu d'être consacré comme l'un des chantres de la nouvelle cuisine dans les années 70. Retrouvons-le à Eugénie-les-Bains pour nous rappeler cette époque. Bonjour Michel Guérard. Bonjour Bernard. Quand je suis entré dans le village, il y avait marqué Eugénie-les-Bains, premier village minceur de France. C'est grâce à vous. Oui, bien sûr, oui. Mais écoutez, c'est quand je me suis marié, j'ai rejoint ma femme ici, j'ai découvert une station thermale, j'ai découvert des curistes qui étaient attablés devant des assiettes de carottes râpées. C'était d'une tristesse sans fin. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de mettre en place une cuisine santé, mais qui offrirait le même plaisir que l'autre. Pour parler de cette salade que j'appelais à l'époque gourmande, l'idée était simple, c'était de soustraire dans cette salade une partie de l'huile qui était inerte, peu intéressante et très calorique, pour la remplacer simplement par des copeaux de foie gras au thon musqué. Vous êtes heureux de voir qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde cherche la cuisine minceur, la légèreté, le plaisir allié au bien-être et à la santé? Oui, alors ça, c'est quelque chose d'important et de grave à la fois. Par exemple, on imagine mal un chauffeur de car conduisant les enfants à l'école et n'ayant pas son permis de conduire. Je pense aujourd'hui que tous les cuisiniers devraient avoir des notions de diététique. Ça serait bien. Le bon sens de Michel Guérard, fils de boucher, petit-fils d'une épicière qui confectionnait de délicieuses tartes avec les fruits de son verger. Les gâteaux de sa grand-mère restent encore, après tant d'années, dans sa mémoire. D'ailleurs, c'est par la pâtisserie que Guérard est entré dans le métier, avant de travailler au Lido, où il a compris l'impact du spectacle sur l'imaginaire. Plus tard, il dira « Un restaurant, c'est un théâtre ». Et il ajoutera que grâce à son ami Bocuse, les maîtres d'hôtel n'y tiennent plus le premier rôle, repris par les patrons fourneaux. Alors, j'annonce 7 chambres, c'est 7 foie gras et 7 barres. Oui. Vous avez le chou pour la tourte? Vous partez à la 11, messieurs. 3 étoiles Michelin depuis plus de 40 ans, membre de l'Académie Goemillot, Michel Guérard est sans doute le plus respecté des grands cuisiniers français. Ses mots ont du sens, l'humain guide ses choix. Ses yeux pétillent comme ceux d'un enfant, son sourire chaleureux invite à partager son bonheur et sa main garde une formidable capacité à créer. Le voici en train de peaufiner une recette chez lui. C'est un foie gras aux pommes
Je le pose dans la poêle qui est déjà chaude et on va pas tarder à entendre le petit chant d'amour du combat. Et puis pendant ce temps-là, on épluche une pomme que l'on coupe en très fine lamelle, qu'on étale, et puis on va mettre ça au four. Je vais y goûter, hein, il n'est pas trop cuit, mais très bon. Hein. Bah oui, c'est bon. Et le bouillon avec le gingembre, c'est impeccable. Ça le termine juste. Hein. Évidemment du foie gras. Quant à la salade gourmande qu'on évoquait tout à l'heure, pour vivre cet été de manière festive, rien de plus simple. Quelques feuilles de salade rouge, des haricots verts, une douzaine de têtes d'asperges et une belle vinaigrette. Je vous mets la recette complète sur Internet. Et pour vous faire plaisir après la longue crise sanitaire, glissez-y 2 ou 3 lamelles de truffe et quelques copeaux de foie gras. Sinon, improvisez selon votre humeur, car comme le clame haut et fort Michel Guérard, la cuisine a 1000 facettes. Il faut savoir s'y amuser, innover et aller dans l'audace. Et c'est bien noté, Bernard Thomasson. Il était une fois en Amérique, Tony Makarov. Good evening. I'm here tonight to announce my intention to seek the Republican nomination for President of the United States. Le 13 novembre 1979, Ronald Reagan se lance. Le coup était passé près en 1976 contre le président Ford. Cette fois-ci, l'investiture du Parti républicain ne peut lui échapper. Et après, Carter est une proie affaiblie par la crise économique et l'affaire des otages américains en Iran. Pourtant, rapidement, la machine semble se gripper. Dans l'Iowa qui ouvre les primaires, Reagan est battu par George Bush, l'ancien patron de la CIA, qui se révèle plus dangereux que prévu. La primaire du New Hampshire s'annonce délicate pour Ronald Reagan, en retard dans les sondages, et qui veut en découdre directement avec Bush. Le Nashua Telegraph, un journal, sponsorise un débat entre les deux hommes. Mais la Commission fédérale pour les élections refuse, car tous les candidats ne seront pas présents. Reagan décide alors de financer lui-même la présence des autres candidats républicains. George Bush, qui ne s'attendait pas à leur présence, est médusé. La situation est tendue. Le public, chauffé à blanc, attend le début des hostilités. Devant le refus de Bush de prendre la parole, Ronald Reagan se lève pour expliquer la situation. Mais la régie lui coupe le micro. C'est alors que dans un geste théâtral, ou plutôt cinématographique, l'ancien acteur s'écrie d'un ton sans appel. Mr. Green, could you turn that microphone for me in yours? I am paying for this microphone. J'ai payé pour ce micro. La salle se lève et applaudit Reagan, qui en quelques mots a réussi à casser l'image d'un homme faible et vieillissant. Dès le lendemain, il s'envole dans les sondages et remporte haut la main le New Hampshire. Il le dira plus tard, j'ai peut-être gagné le débat, la primaire et l'investiture à ce moment-là. Polar d'été, Gilbert Chevalier. Nicolas Maleski a choisi l'une des plus belles chansons de John Baez pour accompagner la lecture de son roman. La science de l'esquive, c'est l'histoire d'une cavale. Kamel Wozniak est en fuite, on ne sait pas qui il fuit et pourquoi il se cache, ni comment et pourquoi il se retrouve au fin fond d'un village, on imagine les Cévennes. Il souhaite rester invisible, limiter le plus possible ses contacts extérieurs. L'homme va s'enfermer dans ce lieu qui n'est censé être qu'une étape vers un autre refuge, mais ses projets vont disparaître avec ceux qu'il va rencontrer. Le propriétaire de la maison qu'il loue, un homme seul, désemparé, alcoolique et intrusif. Il y a une bande de jeunes rebelles et cultivateurs de cannabis. Il y a aussi une gendarmette amicale, mais très, voire trop curieuse, et une séduisante et mystérieuse voisine. Nicolas Maleski signe un roman qui n'est pas un véritable polar, mais d'évidence, il en adopte tous les codes. Le mystère autour du héros, ses mensonges et son inquiétude y font beaucoup. Mais plus on avance dans le roman, plus on s'éloigne de l'hypothèse de départ.
Kamel Wozniak n'est pas ce qu'on pense qu'il est au début du roman. Nicolas Malesky aime les contre-pieds. L'auteur sait parfaitement exciter la curiosité du lecteur. Ce subtil mélange fait de La science de l'esquive un roman noir, crédible, avec sa communauté de personnages enquistés ou échoués dans ce petit village cévenol. Un roman noir sur la disparition et l'idée un peu naïve de nouveau départ. La science de l'esquive est publiée chez HarperCollins. Ces chansons qui font l'été, Bertrand Dical. Darla dire la dada, pousse la banane et Moukawa, Darla dire la dada, tous les soirs on fera la java. Comme disait Bobby Lapointe, il y a des paroles là-dessus, des paroles, des vraies. Je dois reconnaître que l'on peut contester la poésie du texte de Darla dire la dada dans la version des géocultures que l'on entend massivement pendant l'été 1993, mais j'ai écouté pour la bonne cause. Vous allez comprendre, tout avait pourtant bien commencé. Nous sommes en 1969 et la maison française Polydor sort un 45 tours de Dionysis Savvopoulos, chanteur grec qui réadapte une très vieille chanson de pêcheur d'éponges. Peter Lelasseux, chanteur et directeur artistique chez Polydor, en demande une adaptation française à Boris Bergman. Ah, tu ma femme, t'étais jolie. Quitte-moi et refais ta vie. Je préférais la fleur des champs. Peu de succès pour ce disque, mais quelques mois plus tard, Dalida enregistre cette chanson avec d'autant plus de délectation qu'elle n'a pas trop le moral à cette époque et qu'elle est une des rares à comprendre que Boris Bergman raconte une histoire de suicide. J'arrivais dans un monde d'algues qui fait Darla dire la dada par Dalida est un très beau succès commercial et a des répliques singulières comme une version de Blond Blond, le chanteur franc-arabe d'Algérie qui en fait une version sur fond de tiercé. Rebondissement en 1978, la chanson est réadaptée pour devenir l'hymne du village vacances du film Les Bronzés de Patrice Lecomte. Et c'est là qu'apparaît le texte que je vous citais tout à l'heure. Mais en cet été 1993, Darla dire la dada par Géoculture, une version fortement modernisée, ne sort pas dans un contexte innocent. Léo Ferré est mort le 14 juillet dans sa maison italienne où il s'était retiré il y a 25 ans. Ni Dieu ni maître pour le poète qui chanta l'amour et l'anarchie. L'été de la mort de Léo Ferré, les ondes et les packs de disques sont dominés par UB40, Ace of Base, Snow et d'autres groupes anglo-saxons. Darla dire la dada est une des quelques chansons en langue française qui tirent leur épingle du jeu. Les productions Made in France sont passées en dessous des 50% de part de marché. Quelques mois plus tard, arrive l'amendement Pelcha et sa révolution. Nous sommes la France. Et à ce titre, nous devons être les leaders d'un combat international par rapport à la défense de la langue française dans le monde. Et on ne peut pas être en retrait par rapport aux pays francophones. Le Québec fait 65% et sans aucune difficulté. En décembre 1993 est adopté l'amendement du député de l'Essonne Michel Pelcha. Il institue un quota de 40% de chansons françaises sur les radios, ainsi que des règles de défense des nouveaux talents. Depuis, c'est le régime sous lequel nous vivons. Des obligations de diffusion d'œuvres françaises à la radio, et vous le savez, les stations du service public vont au-delà de ces obligations. Aujourd'hui, les 3/4 des revenus de la musique enregistrée en France, streaming, téléchargement, disque physique, les 3/4 de ces revenus proviennent de productions françaises. Et c'est un peu grâce à Géoculture et à ce terrible été 1993.